Studio Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité. Conversations with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Si vous êtes curieuse et curieux de faire la rencontre de deux belles personnes, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes, mes sisters Leila Kabo et Sarah Machine. Nous sommes en public à la Maison du Livre de Saint-Gilles. Et quel public! Les rhétoriciennes et rhétoriciens de l'Institut intégral Roger Lallemand de Saint-Gilles. Une première devant un public scolaire. Le lycée intégral Roger Lallemand est une école secondaire communale à pédagogie contemporaine qui propose un enseignement général avec des classes de la première à la 6e année. Les méthodes pratiquées s'inscrivent dans une optique intégratrice, transdisciplinaire et qui vise à donner du sens aux apprentissages. Merci à la Maison du Livre de nous accueillir et merci au public de nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonjour Leila Kabo. Bonjour. Bonjour Sarah Machine. Qui nous rejoindra, puisqu'elle est légèrement en retard, mais on commence d'emblée. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur le fait que je suis une mutante. Je suis une femme caméléon, noire, belgo, ivoiro-malienne. Une femme noire caméléon, donc qui œuvre dans les milieux, les lieux où les minorités sont peu ou mal représentées, invisibilisées, mises sous silence. Les théâtres, les musées, les lieux culturels sont mes lieux de prédilection. Voilà donc ce qui répond aux questions qui je suis et d'où je viens. Et surtout, ce que j'avais vraiment, mais vraiment envie de partager de moi avec vous. Je suis Rokia Bamba. C'est à toi. Je vais te laisser t'introduire, t'exprimer sur toi, mais par toi. Alors, moi je m'appelle Leila Kabo, mes pronoms sont elle, il. Au jour de l'enregistrement de ce podcast, le 11 janvier 2024, j'ai 26 ans. Et qu'est-ce que je fais ? C'est marrant parce que je me pose beaucoup la question de comment me définir pour le moment. Est-ce que je me définis par ce que je suis ? Est-ce que je me définis par ce que je fais ? Et généralement, je me définis par ce que je fais. Donc, je suis une personne noire, queer, qui vient d'un milieu précarisé. Et dans ce que je fais, je suis graphiste, je suis community manager, je suis artiste, je suis imprimeuse, je suis beaucoup de choses et je suis beaucoup de pratiques avant d'être un individu, je dirais. Waouh, magnifique. C'est une sorte de pola instantané de ton état, de ce que tu es là, maintenant. Pour le moment, ouais. Je dirais que c'est ça. Lors de son passage à Bruxelles en 2022, Angela Davis, militante, professeure de philosophie et écrivaine afro-américaine, avait eu l'occasion d'échanger non pas avec des figures de partis politiques ou d'organismes officiels, mais plutôt avec la société civile et des groupes militants.
Eh ben, je vous cite ici son ressenti sur l'intergénérationnalité des luttes et à la jeunesse engagée. Je cite, « Les jeunes ont toujours été à l'avant-garde. Le paysage et les temps ont changé. C'est vous qui, aujourd'hui, êtes le plus près du futur et nous devons apprendre de vous. Il y a quelque chose d'important que les jeunes offrent aux générations qui les ont précédées. C'est l'impatience. Ce que nous pouvons leur transmettre, c'est le sens de la longévité. » Fin de citation. Pour répondre à cette question, je vais te demander, Leïla Kabo, de remonter le temps pour arriver à la Leïla de 17, voire 18 printemps. Où es-tu ? Que fais-tu ? Alors, quand j'avais 17-18 ans, j'étais encore en réto à ce moment-là. C'était ma première réto, ouais. J'étais en réto, effectivement, à l'Athénée Royal d'Auderghem. C'était quelque chose. J'étais dans une option théâtre-littérature et je crois que... Ouais, ça existe. J'étais dans une option théâtre-littérature et si j'arrive à me dire qu'est-ce que je faisais un 11 janvier quand j'avais 17-18 ans, je crois que j'étais probablement en cours de littérature à étudier du Balzac, probablement. Ouh. Ouais. Et alors, toi et Balzac ? Ah, c'était compliqué, hein. Je vais pas vous mentir là-dessus. Fou. En quoi c'était compliqué, justement ? C'était compliqué parce que ça reste un auteur classique et les auteurs classiques, c'était vraiment pas ma came, quoi. J'avoue que je préférais lire... Qu'est-ce que j'aimais lire à ce moment-là ? J'aimais bien lire... Je lisais de la poésie québécoise. Il y a quelqu'un qui a fait Oui, j'ai eu 4 vies, dont une dans laquelle je lisais de la poésie québécoise, dont un poème qui s'intitulait « Je suis une fille maigre et j'ai de beaux os ». Et ouais, quel titre ! C'était assez beau. Et je me souviens de m'être vachement reconnue là-dedans, parce que dans mon enfance, on m'a beaucoup déterminée, on m'a beaucoup assigné au fait d'être une fille maigre, être une fille mince. Et j'étais là, wow, déjà, je sais pas si je suis une fille. On va déjà commencer par ça. Et d'être uniquement perçue comme telle, c'était déjà quelque chose. Donc déjà le poids d'un clan, qui est le clan familial, avec des identités ou une identité de genre assignée, mais absolument pas revendiquée. Comment tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? À 17-18 ans, je crois que je jouais beaucoup mon genre. J'avais quelque chose de l'ordre de un truc performatif du genre je sais pas si à 17-18 ans je portais des talons. Non, je portais pas de talons. Mais j'étais beaucoup dans énormément de make-up, énormément... paraître énormément de ce que je faisais. J'avais les cheveux longs à ce moment-là. Et je voulais absolument garder mes cheveux longs, un truc très très performatif en fait, alors que déjà à l'époque je pense que c'était des choses qui me touchaient pas vraiment. Enfin, il y avait quelque chose de l'ordre du performatif dans ce que je ressemblais, mais ça correspondait pas tellement à ce que j'étais. Et oui, globalement c'est ça. Raconte-nous, donc tu as 17 et 18 ans, puisqu'on est dans le passé, qu'est-ce qui te touche ? Qu'est-ce qui te heurte ? Qu'est-ce qui te donne envie de rire ? Qu'est-ce qui te donne envie de cracher ? À 17-18 ans, qu'est-ce qui me touchait ? Franchement, je commençais un peu à militer à ce moment-là. J'étais partie dans un camp de vacances autogéré au fin fond de l'Italie. Qui était la rencontre internationale jeunes. Et j'étais partie avec la gauche anticapitaliste à ce moment-là. Et c'était la première fois que je me confrontais à
d'autres identités qui étaient internationales, parce qu'on avait des Italiens, des Suédois, des Espagnols, des Brésiliens, enfin énormément de personnes qui étaient toutes sous le même drapeau communiste. Et donc de voir en fait les différences d'interprétation de ce que c'était que le communisme, je trouvais ça très beau en fait, et ça m'a vraiment ouvert énormément de champs des possibles. Je crois que ce qui m'avait ému à ce moment-là, c'était vraiment un camp autogéré. Il y avait des mini-camps par pays, il y avait des conférences qui étaient organisées, mais c'était vraiment dans les Pouilles, au milieu de nulle part. Et à un moment, il y avait eu une manifestation au sein même du camp pour des toilettes non genrées. Et j'ai trouvé ça si beau que même dans un milieu qu'on pense progressiste, il y ait quand même des luttes qui soient internes et donc des manifestations qui soient internes. Et ça m'avait, je crois que ça m'avait beaucoup ému à ce moment-là. Qu'est-ce qui me faisait cracher? Qu'est-ce qui me mettait en colère? Ouais. Qu'est-ce qui te heurtait? Et qu'est-ce qui te faisait rire aussi? Qu'est-ce qui me heurtait? Je crois que vraiment il y avait beaucoup de racisme qui me heurtait énormément. C'est le fait qu'à ce moment-là, j'étais donc à la porte de mes études supérieures et j'essayais de voir où aller et de voir où est-ce que les personnes qui me ressemblaient allaient. Ok. Parce que j'avais déjà conscience de ma propre race et donc j'avais pas envie de me retrouver dans un espace où il y avait que des personnes blanches parce que ça me faisait peur de pouvoir potentiellement en fait subir du racisme que de personnes blanches. Et donc je me suis dit où y a-t-il des personnes qui me ressemblent, avec lesquelles je vais pouvoir connecter. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi d'aller à la Haute École Francisco Ferrer à l'époque. Maintenant, mon choix aurait bien changé. Et ça me faisait très peur, en fait, parce que j'avais une sorte d'impression de j'avais pas le droit à l'erreur dans mon choix d'études. Et tu avais choisi quoi? J'avais choisi de faire de l'infographisme orienté 3D animation, ce qui n'est absolument pas ce que je fais là maintenant, pour dire à quel point, en fait, ça ne conditionne pas le métier forcément qu'on fait après. Qu'est-ce qui te... là, à mon avis, tu as des choses à dire. Peut-être que c'est similaire à ce qui t'a heurté, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de cracher entre 17 et 18 ans? J'avais trop de colère. J'avais beaucoup de colère. Moi, j'ai été élevée dans beaucoup de colère, en fait. Mais pas tant une colère au sein de ma propre famille. C'était plutôt, on était soit en colère, soit heureux. Il y avait ce truc d'être fâché, mais que ce soit être fâché contre l'État, être fâché contre la police, être fâché contre le patronat, ou être juste heureux de ce qui se passe, ou alors juste être fâché parce qu'il y a un truc qui se met mal. Enfin, c'était vraiment beaucoup de la colère. Et à un moment, il a fallu que j'apprenne à canaliser cette colère quelque part. Parce que c'est pas possible, en fait. À un moment, on se tape des ulcères. Il y a vraiment un truc aussi au niveau de l'estomac et de tout ça. Trop de colère, ça devient compliqué à gérer de manière interne. D'autant plus, à 17-18 ans, j'avais pas le recul que j'ai maintenant sur juste l'existence. Et je me souviens que j'étais très en colère. Et cette colère, elle sortait sur n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. C'était assez hard. Du coup, je crois que oui. Puisque ça a coïncidé avec le moment où j'ai commencé à militer, où j'allais beaucoup en manif. Et tu manifestais contre quoi, justement? Oh là. Et dis-moi, cette colère, pour revenir à cette colère, était-elle ta propre colère ou la colère de ta famille, justement? Je crois que c'était les deux. Parce que à la fois, j'ai un père qui est très très politisé, qui m'a inculqué énormément de choses, dont de la colère militante sur le fait qu'il y a des choses qui se passent et qui sont pas normales. Un bête exemple, quand j'étais enfant, mon père me disait quand il y a des grèves, faut pas être fâché contre les grévistes, faut être fâché contre les gens pour lesquels il y a des grèves. Est faite. Ouais. Donc il faut être fâché contre les patrons. Et donc
je me souviens que ça a été assez marquant, enfin, pour dire à quel point le militantisme est quand même quelque chose qui était un peu dans mes gènes, entre guillemets, pendant un moment. Et ça a beaucoup été de la colère, familiale, qui Donc, ensuite... un héritage qui t'a été qui m'a porté, imposé en fait, ou qui m'a été imposée, mais à un moment j'ai pris du recul pour comprendre d'où elle venait cette colère, et donc de la colère identitaire, de la colère familiale, d'où est-ce qu'elle venait, etc. etc. Mais oui. Et oui. Et pourquoi est-ce que je manifestais ? Pour beaucoup de choses. Pour la régularisation des personnes sans papier, contre les violences faites aux femmes. Je manifestais quand il fallait aller manifester, parce que on va pas tant manifester pour que les choses changent, mais on va plus manifester pour avoir une sorte de colère collective qui sort en fait quelque part. Et parce que ça fait du bien aussi. Il faut un moment, avoir un exutoire en fait de ça. C'est hyper important. Super. Merci pour ce partage. Merci à toi. Et je vous demande d'accueillir Sarah Machine. Je vais te laisser te poser 2 petites minutes et continuer le parcours de vie de Leïla Kabo. Est-ce qu'on peut dire que la voie que tu as suivie, le cheminement, le chemin se dessinait-il déjà entre 17 et 18 ans ? Avec le recul. Ça dépend de quel chemin. Si on parle de mon chemin, entre guillemets, professionnel, de ce que je fais là maintenant, de mes illustrations et de mon travail graphique de manière générale, oui. Parce qu'à ce moment-là, je commençais, il y avait les balbutiements de ce que je voulais faire. Je savais déjà que je voulais être graphiste. En vrai, non. À la base, je voulais être peintre. Mais être peintre, ça paye pas les factures. Du coup, je me suis dit, quel boulot me ferait pas trop chier avec un peu d'artiste dedans. Bon, graphiste, c'est pas mal. Et donc, je suis devenue... je me suis dit, être graphiste, ça peut être chouette à ce moment-là. Mais oui, je dirais que ça vient quand même se caler à ce moment-là, à 17-18 ans, bien que je ne m'imaginais pas à un moment être community manager pour un plan de lutte contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Jamais je pensais qu'à un moment, j'allais me retrouver à ce point-là de mon existence, ni à faire un podcast devant des secondaires. Je veux dire, c'est quand même quelque chose. Oui, c'est impressionnant. Merci. Sarah Machine. Bonjour. Hey. Bonne arrivée. Merci. Okay. Voilà, on a fait les petites présentations, mais moi je n'ai pas très envie de te présenter en fait. Moi, ce que je préfère, c'est que l'invité puisse se présenter comme elle le sent. C'est une sorte, on va dire, de polaroïd instantané de ton état actuel. Donc, voilà. Le public est là, ils t'attendent. Je pense qu'ils sont très heureux que tu sois là. Okay, bonjour tout le monde. Je suis arrivée un peu sur des chapeaux de roue. Je n'ai rien préparé, donc ça va être un Polaroid instantané. Magnifique, c'est bien. Donc je m'appelle Magali, j'ai grandi dans le sud de la France, vers Marseille. Et en fait, très tôt, j'ai été... La musique a été très tôt quelque chose de très important pour moi. Je pense que mon père m'a transmis le goût du rythme, l'amour du rythme, la musique. Et il tapait toujours sur les meubles pour faire des rythmes, des trucs comme ça. C'est un autodidacte comme moi.
Et ce chemin, je l'ai toujours gardé, mais il a été longtemps mis en pause. J'ai commencé à apprendre la guitare et puis j'ai joué dans des groupes de rock à l'époque. En France, on appelle ça les PMU. C'est des bars avec où on peut faire son tiercé, un truc comme ça. Tu pouvais jouer dans des bars et le PMU. Ouais. Et ensuite, en fait, mon rêve, c'était d'être rockstar quand j'avais 15 ans. Et ensuite, j'ai eu un accident auditif qui m'a éloignée de la musique pendant presque 15 ans. Et j'y suis revenue plus tard avec les machines, c'est-à-dire les boîtes à rythme, les séquenceurs. Et je suis re-rentrée par la porte de la musique électro. Et je savais pas trop que j'aimais vraiment la musique électro, parce que j'étais du genre ado, j'écoutais des vieilleries, du rock, des années 70, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, tout ça. Je suis passée à côté du R&B et tout ça à cette époque. Et voilà. Et quand j'ai branché mon premier petit synthé et que j'ai mis une pédale d'effet dessus, j'étais waouh, qu'est-ce que c'est? Je rentre dans une autre dimension. Et je me suis dit mais j'adore la musique électro. Et depuis, je cesse d'apprendre sur l'histoire des musiques en général. Je suis très très assoiffée de comprendre les courants musicaux, quels qu'ils soient, et de continuer à apprendre. Voilà. Cool. Et voilà. Après, je peux rajouter une parenthèse importante dans mon parcours, c'est qu'entre-temps, j'étais apicultrice, donc c'est-à-dire j'étais presque 20 ans, je me suis occupée, j'avais des abeilles et c'était mon métier. Donc du coup, je suis quand même quelqu'un qui a un parcours rural. C'est une dimension hyper importante dans ma vie. Voilà. Magnifique. Donc j'ai fait le chemin inverse. J'ai fait de la campagne à la ville. À la ville. Et que sont devenues tes abeilles? Je les ai confiées petit à petit à des amis de confiance. Voilà. Alors, comme j'ai posé la même question à Leïla et je te la pose, je te demande de remonter le temps et d'arriver au moment de tes 17-18 printemps et d'aller un peu plus loin dans ce que tu viens de nous confier et de nous dire mais où tu es et qu'est-ce que tu fais? Je suis où je suis, alors vraiment précisément où je suis. Ouais, je suis dans les Bouches-du-Rhône, un département dans le sud de la France, dans une petite ville qui s'appelle Arles. Elle est connue pour le festival de photographie. Pour le festival, ouais. Et je suis à peu près en secondaire à l'équivalent. Et puis je me débat quand même avec mon identité queer. Parce que je suis dans quand même dans les années 90, là, vers la fin, et dans une ville à peu près un peu à moitié rurale, un peu. C'est une ville, mais toute petite ville. Et je suis une rockeuse en même temps. Je suis habillée en noir, j'ai Doc Martens, j'ai les cheveux longs, et j'écoute Led Zeppelin. Voilà. Waouh. Que disent les voisins? Que c'est pas de la musique. Pourtant, c'était déjà une vieille musique. Je vais continuer sur vos 17-18 printemps, là, en lien avec... mais tu n'as pas pu l'écouter, un passage que j'ai lu d'Angela Davis, qui était passé à Bruxelles en 2022, si tu t'en souviens, et qui a quand même dit des choses incroyables sur la jeunesse, sur le futur, et ce qu'on a à apprendre d'eux, qui est leur impatience.
poursuivre justement ce cheminement et clôturer la première partie, c'est vous poser cette question à toutes les deux. Qu'est-ce que vous diriez à votre vous de 17-18 ans? Vous la rencontrez là, maintenant, et vous lui dites quoi? Parce qu'il y a un parallèle entre vous deux, entre cette contrainte familiale, entre ces bagages, ces identités assignées, non revendiquées, vos combats qui commencent déjà. Vous, le vous du recul, le vous qui a vécu, le vous qui a combattu, rencontre ce vous de 17-18 ans. Vous lui dites quoi? On commence par Leïla Cabot. Ouais. Je crois que je lui dirais que sa colère, elle est légitime, que c'est normal d'être en colère. Je crois que je lui dirais que elle a tout le temps d'explorer son identité. Il y a une vie pour ça, et c'est très ok. Et que rater, c'est pas grave. En fait, il y a pas le ciel qui va lui tomber sur la tête si elle foire un examen. Et vraiment, enfin, il y a ce truc de oh mon Dieu, il faut absolument que j'ai mon diplôme, il faut absolument que je réussisse mon examen, sinon je vais me faire défoncer, etc., etc. Or vraiment, ça va. la vie va pas s'arrêter. Je te jure que la vie va pas s'arrêter. Ça va aller. Waouh. Sarah, qu'est-ce que tu dirais à Sarah? Je lui dirais aie confiance, tu es une belle personne et ta différence c'est quelque chose c'est une force, cette différence elle apporte aussi aux autres, même si je pense que tout le monde en a besoin. Mais je lui dirais t'es une personne aimable. Et tu vas recevoir plein d'amour, et tu vas en donner. Et aussi, je rejoins Leïla à ce moment-là, je pense qu'on nous met beaucoup de challenges, qu'ils soient l'école, tout ça, et on se crispe beaucoup là-dessus. On a beaucoup d'angoisse sur la réussite, passer ses examens. Et c'est vrai que avec le temps qui passe, c'est tellement dommage on se rend compte que c'est tellement dommage de toute cette énergie, ces souffrances qui sont mises là-dessus, alors que il y a plein de portes qui peuvent s'ouvrir, il y a plein de chemins qui peuvent se faire. Donc en fait, c'est dérisoire tout ça. Vous écoutez Sororité, Conversation with My Sisters, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. Est-ce que, Leïla Cabot, as-tu une question pour Sarah Machine? Pense à ta question pour elle. À partir de quel moment est-ce que tu t'es donné la légitimité de performer sur scène? C'est très récent. En fait, il y a une amie très proche qui m'a embarquée qui est ici. En plus, elle vient de rentrer. Elle s'appelle Joëlle Sambi. Qu'on applaudit. Elle est juste derrière. On lui donne tout notre amour. Joëlle Sambi, poétesse, slameuse, chanteuse, performeuse. Oui. Et plein d'autres choses. Ouais. My sister. Our sister. Yes. Pardon. Et donc oui, et moi en fait je
je faisais mes petits sons dans ma caravane. À un moment donné, j'habitais en caravane. Et après, et donc je bidouillais mes trucs. Et puis, Joël m'a proposé de faire un projet avec elle. Donc on a commencé un duo qui s'appelle Caillasse Live. C'est avec cette aventure que je me suis sentie légitime. Et que j'ai compris que c'était un travail. Moi, j'ai été éduquée dans un milieu où l'art, c'est pas vraiment du travail. On l'admire de loin, on le respecte de loin, mais quand ça touche l'intérieur, c'est pas quelque chose qui est pris au sérieux, c'est pas un travail. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très extrêmement récent, de me dire, je suis devant un instrument de musique, je cherche des choses, et bien c'est du travail, ça y est. Voilà. Je suis très heureuse de ça. Et Question. Voilà, question. Alors, je suis arrivée tellement à la va-vite que j'avoue, je ne connais pas le domaine de Leïla, en fait. Qui est... c'est quoi ton domaine? Oh là. Il est multiple. Oh là. Mon domaine, c'est l'art visuel, je dirais. Ouais, je fais beaucoup ça. Des trucs assez... des fois, de la provoque. Beaucoup de provocation. Je fais un peu des trucs provocateurs. Beaucoup d'illustrations engagées qui prennent un parti pris, parfois pas très pédagogique, un peu mettre mes grosses Doc Martens sur la table en disant bon bah voilà, ça c'est une idée, vous allez vous la prendre, vous allez la comprendre, et c'est comme ça en fait, et ça va être comme ça et pas autrement. Je crois que je peux définir. Et parle-nous justement du podcast que tu as réalisé. Voilà. Comme ça, tu peux t'imprégner un peu de son univers et lui poser une question, parce que tu vas lui poser une question. J'ai bien compris. Alors, donc, je vais essayer de faire un peu la genèse de tout ça. Ouais. J'ai fait 2 ans et demi à la Haute École Francisco Ferrer. Je me suis fait chier. Je suis partie. Du coup, après, j'ai été au 75, qui est plus connu pour la photo, mais qui est une école supérieure des arts, dans laquelle j'ai fait du graphisme. Lors de mon projet de fin d'études, j'ai créé un lexique militant à l'usage de tous les activistes novices, qui s'appelle Jargon Combatif, qui est avant tout un site internet sur lequel on retrouve 247 définitions, je les ai comptées, qui sont répartis en 7 thèmes. Ça va de général à travail du sexe, à santé mentale, à LGBTQIA+, féminisme, racisme, etc., etc. Et ces définitions sont en fait tout ce qui est de l'ordre du lexique des milieux militants, mais aussi des termes très simples comme en fait c'est quoi le genre, c'est quoi la race, c'est quoi l'action directe, et que des trucs comme ça, parce que je me suis rendu compte que la première forme d'oppression, c'est le langage. Et il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a aussi Toni Morrison. Et je me suis dit, en fait, moi, ça m'intéresse de travailler là-dessus, sur justement l'accessibilité du vocabulaire et l'accessibilité de la langue, et surtout dans des milieux hyper spécifiques que sont les milieux militants, parce que ça participe à une forme d'élitisme intellectuel. Donc, en gros, si on n'a pas ces vocabulaires-là, on peut pas rentrer dans les milieux militants, et c'est pas comme ça, en fait, qu'on lutte. Et, enfin, la lutte doit être accessible, et c'est super important. Du coup, ce site internet, il est aussi en forme de podcast, de 6 capsules, où une capsule est égale à une définition qui est expliquée en moins de 2 minutes, avec tout un habillage sonore qui est aussi très, très minimaliste. Et pour chaque définition, il y a aussi ensuite une petite mise en scène, justement pour mieux expliquer quelle est la définition. Par exemple, il y a la définition de gaslighting, et ensuite j'ai cette définition, puis après une scène qui explique ce que c'est que le gaslighting entre 2 personnes, que j'ai fait jouer du coup. Okay. Et c'est ça, Jargon Combatif. Bienvenue dans Jargon Combatif. Dans le thème féminisme, le mot du jour est charge mentale. Dans le cadre d'une relation de couple
qui peut être hétérosexuelle ou non hétérosexuelle, la charge mentale désigne le poids que constitue la répartition inégale des tâches domestiques, mais aussi la préparation, l'anticipation et la supervision de ce qui doit être fait. Le tout occupant généralement l'esprit des femmes. Salut chérie! Hello bébé. Ça va? Parce que moi je suis crevée, donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller faire à manger et puis après j'irai me coucher directement. Dis, t'as pas lancé le lave-vaisselle? Bah, tu m'avais juste demandé de le remplir. Oui, enfin c'est logique, tu le remplis et puis tu le lances. Comment est-ce que tu veux que je cuisine maintenant? Tout est sale. Voilà, bah, il suffisait de me le demander aussi. Mais non, j'ai pas à te le rappeler, c'est quand même logique. Lorsqu'une femme doit rappeler à son compagnon de faire une lessive, bien que la tâche de faire la lessive soit faite par l'homme, c'est quand même la femme qui doit la lui rappeler. Elle doit aussi penser à la lui rappeler le matin, parce que si elle la lui rappelle le soir et qu'il la lance pendant la nuit, ça risque de réveiller leurs enfants. C'est aussi elle qui lui dit qu'il faut mettre à sécher la dite lessive, sinon le linge risque de sentir mauvais. C'est aussi elle qui, systématiquement, au moment des courses, se rappelle qu'il manque du produit pour les lessives et qu'il l'inscrit sur la liste. Donc, bien que ce soit l'homme qui exécute la tâche ménagère, c'est la femme qui pense à tout ce qui tourne autour de cette tâche ménagère. C'est ça, la charge mentale. Oui, c'est aussi, y a aussi des affiches. Il y a des affiches qui étaient en vente libre, même pas en vente libre, qui étaient à prendre chez soi pendant mon jury. J'ai fait toute une typothèque tout un espace de ressources aussi à voir, à lire, à écouter, qui ne nécessite aucun achat pour chaque thème. Et ensuite, il y a ce dernier truc qui est toutes ces définitions, parce que la lecture sur écran peut être assez compliquée. Eh bien, si on pousse sur un petit bouton qui s'appelle Web to Print, ça génère un PDF entier des 247 définitions, ou alors des définitions, des thèmes qu'on a cochés, avec toute une mise en page assez spécifique, avec un pliage spécifique pour en faire un objet en soi. Ça a été un travail de 9 mois. J'ai vraiment pleuré des larmes, du sang, tout ce que vous voulez. Et j'ai fini avec une grande distinction avec ce projet. C'était long. Est-ce que tu peux redire le nom du site? Jargon combatif. Et le site, c'est jargoncombatif.be. Ok. Voilà. Revenons à toi. Je crois qu'il y a une question qui pointe. Nous t'écoutons. Comment ça s'est passé pour toi? À quel moment et comment ça t'est venu l'idée, que tu pouvais être une personne ressource et que tu avais des connaissances et que tu pouvais et c'était important et c'est quoi l'urgence pour toi de les transmettre et comment ça t'est venu? Comment tu es passé de quelqu'un qui reçoit, qui apprend, et à quelqu'un qui se dit ça y est, maintenant j'ai des choses à transmettre, c'est important et c'est quoi l'accomplissement pour toi de le faire? Merci, je me casse. Ouais, quelle question. Par rapport à ce projet-là spécifiquement, ce qui est particulier, c'est que j'ai pas été la seule personne à travailler dessus, sinon c'est juste pas possible. J'ai plus été le point central, plus qu'une personne ressource à quand même un certain moment, mais c'est parce que je voulais pallier un manque de ressources qui n'existaient pas vraiment. Il existait les mots du contre-pouvoir qui ont été faits par des gens super sympas, qui ont été faits par des gens vraiment chouettes, mais qui en fait étaient sous forme de papier et où les définitions étaient super longues, parce que donnaient tout un contexte politico-économique de chaque définition, et avec un vocabulaire qui n'était pas forcément accessible. Et je crois que je me suis dit, tiens, on va essayer de faire quelque chose de ça. On va essayer de pas faire quelque chose qui ressemble au mot du contre-pouvoir, mais quelque chose qui pourrait être utilisé en fait par tous. Et en fait, dans ce projet-là,
on sait pas si je lui dis pas que c'est moi, on sait pas que c'est moi qui ai fait ce projet-là. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui utilisent jargon combatif sans savoir que c'est moi. Et c'est la même chose avec mon travail. Il y a plein de personnes qui ont... Parce que je vends une partie de mon travail dans une galerie queer féministe qui s'appelle Das What It Said, qui est dans les Marolles. Et il y a plein de personnes qui savent pas que c'est moi qui ai fait ça. Et des fois, ça m'est déjà arrivé de rentrer dans des salons, de voir mon travail, de dire « Oh, c'est moi qui ai fait ça !» Et donc, je sais pas si je suis une personne ressource, mais je pense que j'essaye d'amasser des ressources. Parce que ça m'intéresse pas d'être une figure publique, entre guillemets. Je veux être connue, non. Je veux être reconnue pour mon travail avant d'être reconnue pour ma personne. Et je veux même que mon travail soit reconnu. Et encore, qu'est-ce que la reconnaissance du travail ? Oui, je crois que ça répond pas vraiment à ta question. Hein. Si. Sans moi. Creuse encore, creuse. Oh là. Creuser encore. Bah, c'est aussi... Je crois que c'est beaucoup des profs aussi qui m'ont donné la légitimité de faire ce que je fais. C'est beaucoup mon entourage qui m'a dit « Mais oui, fais-le, c'est super !» Parce que j'avais beaucoup de doutes. Bien que je me suis quand même confrontée à un corps professoral qui n'était pas du tout d'accord avec ce que je faisais, qui était aussi assez dur. Et donc, j'ai eu des personnes qui m'ont légitimisée aussi dans ce que je faisais en disant, bah, en fait, ce manque-là, il existe, et c'est bien que tu crées cet outil. Parce que je me place plus comme artisane qu'artiste dans ce projet-là spécifiquement, je dirais. Merci. C'est waouh, ça prend toute une autre tournure de ce que je voulais vous poser comme question, mais c'est pas grave. C'est le fait même d'être en conversation. Il y a quand même une question qui me taraude, c'est cette relation que vous avez avec votre pratique. Voilà, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est un besoin viscéral, vital, de faire ce que vous faites, un besoin qui vient de vos tripes, qui provient du fond de vous-même et qui est quasiment instinctif. Voilà. Est-ce que répondre à ça, Sarah Mèche? En tout cas, oui, c'est un besoin, ça c'est sûr. Quand je faisais de l'apiculture, que j'étais en train de porter des objets, de courir à droite à gauche, j'étais tout le temps en train de penser à la musique, comment on peut faire ce tel son, avoir une idée de, je sais pas, d'un thème, quel instrument utiliser, tout le temps. C'était là tout le temps. Et je me battais un peu pour avoir le temps d'accéder à ça, mais ouais, la musique, c'est quelque chose qui m'habite, le son, et cette soif aussi d'apprendre et tout ce que la diversité des sons peut nous apporter, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la mélancolie, de la colère. Pour moi, c'est un moyen de transmettre des émotions et de les ressentir. C'est un médium le plus fort qui soit pour moi. Auquel je suis le plus sensible en tout cas. Et après, cette urgence de faire aussi de ce truc qu'on a à l'intérieur, je pense qu'aussi ça se cultive, c'est pas non plus... je pense qu'une personne peut se dire ça m'intéresse, ça me plaît, et c'est quelque chose aussi qui se construit. C'est un chemin intérieur je pense pas qu'on naisse... avec un génie, je sais pas, pour faire de la peinture ou je sais pas quoi. Je pense que il y a aussi il y a une urgence, mais aussi souvent il y a aussi la légitimité qu'on se donne, qu'on nous donne et qu'on se donne à soi-même pour y accéder. Et c'est quelque chose qui se cultive. Après moi par exemple, la musique elle a jamais été aussi importante pour moi maintenant à mon âge. Et parce que maintenant je suis dans une position où elle est plus accessible pour moi et du coup j'ai tout le loisir d'y penser du matin au soir.
Du coup, voilà, je vous dirais que c'est à la fois quelque chose qui est en nous et aussi quelque chose qu'on cultive et dans lequel on a une direction. Il y a des directions on peut avoir la liberté ou pas, malheureusement, d'avoir accès et de cultiver ça. Leïla Kabo. Il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence de créer parce que au moment où, bon, on parle encore de colère, hein, vraiment la colère c'est quelque chose qui est assez présent dans ma vie. À un moment, je manifestais beaucoup et je suis arrivée à la fin de ce truc de manifester, de tout le temps être dehors à crier non, 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 c'est pas bien. Je me suis dit, bon, vraiment, les manifs, ça sert vraiment pas à grand chose, mais j'ai quand même besoin de créer, j'ai quand même besoin d'avoir un exutoire quelque part, quoi. Et donc, j'ai commencé à mettre des slogans sur des corps et à les dessiner globalement. C'est un peu passé comme ça. Et il y a des moments où, que ce soit par rapport à des sujets d'actualité comme le meurtre de George Floyd, ou alors que des choses qui sont de l'ordre qui touchent à certaines oppressions. À chaque fois, j'ai un besoin de faire entendre cette colère, de faire entendre quelque chose qui vient du fond des tripes, à quel point qu'il y a des moments où je n'en dors pas la nuit. C'est les insomnies créatives. c'est quelque chose. Et il y a des moments où il y a une illustration qui peut me prendre 4 jours, comme une qui va me prendre 1 heure, parce qu'il y a un sujet sur lequel je suis très en colère et sur lequel je veux communiquer. Et donc, je fais une illu, je la poste, je l'imprime, je fais quelque chose, quoi. Mais il faut que ça sorte, quoi. Il faut que ça sorte quelque part, comment, quoi. Mais j'ai besoin que quelque chose sorte, quoi. C'était Sororité, Conversations avec mes sisters, Leïla Kabo et Sarah Machib. Wow. Je suis assez émue. Ce podcast a été enregistré en public à la Maison du Livre de Saint-Gilles le 11 janvier 2024 avec les rhétoriciennes, rhétoriciens de l'Institut intégral Roger Lallemand. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti. La musique, vous l'entendez pas, mais elle va être là. Musique originale et mixage David Federman. Merci à toute l'équipe de la Maison du Livre de Saint-Gilles et à Tamara Zukowski, l'enseignante qui a organisé cet événement. Elle est où, Tamara ? Sororité, Conversations with my sisters est une production du Studio Balado. Vous pouvez visiter notre site sur www.studiobalado.com ou nous contacter via les réseaux sociaux et abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent et merci pour votre écoute. À bientôt.